positif. Les experts, spécialistes et partenaires membres du réseau Ouest et Centrafricain de recherche en éducation sont à Lomé depuis ce matin. Pour 3 jours, ils vont tabler sur les différents plans sectoriels de l'éducation pour une mutualisation de stratégies dans ce secteur. L'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, IRES-RDEC, comptera bientôt de nouveaux élèves. Pour l'heure, ils concourent pour leur entrée au cours de master de cet institut. Et puis les jeunes porteurs déjà d'idées d'entreprise sont soutenus. Ils sont 1000 à suivre une formation sur la rédaction d'un plan d'affaires pour la matérialisation de leur projet. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le 20h. Après Bamako et Cotonou, Lomé abrite depuis ce lundi et ce pour 3 jours une formation sur les plans sectoriels de l'éducation sur initiative du réseau Ouest et Centrafricain de recherche en éducation, en abrégé ROCAR. Experts, spécialistes et partenaires venus de 17 pays membres du réseau vont échanger afin de mutualiser les efforts pour atteindre l'objectif mondial sur l'éducation d'ici à 2030. Les précisions avec Lille Koussao et Nathalie Panégué. Donner un visage africain à la recherche en éducation, c'est ce que visent ces représentants des 17 pays membres du réseau Ouest et Centrafricain de recherche en éducation ROCARE. Ils vont échanger sur les orientations pour atteindre les objectifs 2030 en s'appuyant sur les expériences du Bénin, un des pays qui a beaucoup avancé dans le domaine. Les financements internationaux, notamment ceux du partenariat mondial pour l'éducation, nécessitent que les pays disposent de plans sectoriels crédibles. Donc c'est essentiellement l'intérêt de ce type d'atelier. Un deuxième intérêt est celui du partage d'expériences entre les pays de la région. En apprenant comment le pays voisin a fait son plan sectoriel, on ne va pas refaire les mêmes erreurs et on va avoir des plans sectoriels mieux élaborés en tenant compte des expériences des autres. La planification de l'éducation et l'analyse des plans sectoriels au Bénin, la sensibilisation à l'approche partenariale et la planification de l'éducation en Afrique subsaharienne en lien avec l'éducation 2030, 3 thèmes qui montrent combien l'engagement, la responsabilisation et l'implication de toutes les parties constituent des enjeux majeurs pour la planification de l'éducation en Afrique. Il me plaît donc de saluer la valeur ajoutée qu'apporte le ROCARE, qui non seulement contribue à l'intégration sous-régionale à travers les rencontres périodiques comme celle-ci, mais aussi et surtout au renforcement des capacités des chercheurs africains dans la promotion de la culture de la recherche et de la production scientifique, ainsi que de l'analyse prospective dans la planification de nos politiques éducatives. Au Togo, l'accès à l'éducation n'est pas seulement une simple préoccupation, il est un défi national pour les plus hautes autorités. Éducation toujours, cette fois au supérieur, je vous le disais en titre. Ils sont 42 candidats, agents et cadres des secteurs publics et privés à composer depuis ce matin pour le compte du concours d'entrée à l'IRES-RDEC. Entendez, Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel. Au début des épreuves ce matin, les candidats ont reçu la visite du ministre en charge de la culture, Guy Madjé Lorenzo. Il est allé les encourager et constater le bon déroulement de ces épreuves. Le compte rendu avec Tchassena Baga. Ils sont 42 candidats, agents des secteurs publics et privés à composer pour le compte du concours de recrutement des étudiants en master professionnel à l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel IRES-RDEC. Ils doivent faire valoir leur culture générale et leur connaissance sur les organisations culturelles internationales pour décrocher leur billet d'entrée dans cette prestigieuse école régionale qui forme des cadres et des agents de développement culturel. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le ministre en charge de la culture, Guy Madjé Lorenzo, a fait le déplacement du centre d'écrit. Il a prodigué d'utiles conseils aux candidats. À la suite de cette épreuve, il va y avoir 4 semestres d'enseignement de haut niveau, puisqu'il s'agit d'un master professionnel. Et que, à partir de là, à la sortie, ils auront un grand rôle dans le développement de notre
politique culturelle. Le Togo, engagé dans le processus d'émergence à l'horizon 2030, accorde un intérêt particulier au secteur de la culture. Le pays s'est doté en mars 2011 d'une politique culturelle et a rendu opérationnel le Fonds d'aide à la culture en février 2013. Il s'agit pour le gouvernement de faire de la culture un levier du développement. La problématique de la culture a été occultée de nos débats sur le développement pendant plusieurs années. Or, il s'avère que la culture est le socle du développement et d'un développement durable. Donc, il s'avère également que l'industrie culturelle a besoin de cadres pour pouvoir être boostée. Donc aujourd'hui, il est tout à fait normal que l'État essaye de se doter de matériel humain, de cadres, pour permettre de développer cette industrie culturelle et également participer à la réflexion sur le développement durable. La culture fait l'identité du pays. Ça donne une certaine spécificité, ça permet d'appréhender le monde, ça permet tout simplement de bien vivre. La culture est à l'esprit, c'est que la nourriture est au corps. Le même concours se déroule simultanément au Bénin, en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de la sous-région qui envoient des étudiants à l'IRES-RDEC. 10 places sont ouvertes pour les agents de l'État et 15 pour ceux du privé. À partir de cette 16e promotion, il sera demandé aux agents du public retenus une quote-part de 187 500 francs CFA par an. Les députés membres du comité interparlementaire de l'UEMOA sont réunis à Lomé pour la 21e session extraordinaire. Cette rencontre sera consacrée à divers sujets, notamment celui relatif au fonctionnement de l'institution. Il s'agira également de revisiter les activités menées par celle-ci, ceci en réponse à la nécessité de rationalisation des organes de l'UEMOA, tels que voulus par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union en session à Cotonou le 8 janvier dernier. Les précisions avec Emmanuel Kalgora et Félix Mdacha. À l'agenda de cette 21e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, des dossiers ayant trait au bon fonctionnement de l'institution, sa volonté de poursuivre les réformes pour sa performance et sa mise en adéquation avec les autres organes. Une dynamique en réponse à la volonté des chefs d'État et de gouvernement de l'espace UEMOA qui veulent des organes efficaces et efficients, soutenables financièrement pour promouvoir davantage le processus d'intégration et l'épanouissement des populations des États membres. Il s'agira donc pour nous députés, au cours de la présente session extraordinaire, de mener une réflexion sur le fonctionnement du CIP, son rôle et sa place dans le schéma institutionnel de l'UEMOA, d'analyser les forces, les faiblesses du CIP dans le contexte actuel, de repenser, si besoin était, les missions assignées au CIP, de revisiter les activités du CIP en tenant compte des défis et des enjeux du processus d'intégration régionale de l'UEMOA, en particulier, et de l'Afrique de l'Ouest en général, de faire des propositions pertinentes en vue de consolider l'ancrage institutionnel du CIP et d'accroître son rôle de catalyseur et de courroie de transmission entre l'exécutif et les populations. Solennellement installé le 27 mars 1998 à Bamako, le comité interparlementaire de l'UEMOA joue le rôle d'organe parlementaire de l'Union et contribue par le dialogue aux efforts d'intégration entre les pays membres. Durant ces 16 années d'existence, le CIP a apporté sa contribution dans la consolidation de la démocratie dans l'Union, la prévention et la gestion des conflits, la supervision des élections dans les États membres et le renforcement de la coopération avec les parlements nationaux et régionaux. La diplomatie économique et ses contours font l'objet d'une réunion depuis ce matin à Lomé. Elle va permettre aux experts venus de la sous-région d'élaborer un document indicateur pouvant prendre en compte les politiques nationales de développement économique. Sonia Ménico, Medina Salami. L'économie est devenue l'une des articulations majeures de l'activité diplomatique aujourd'hui. Elle définit les idéaux politiques et dessine les grandes lignes de développement. Une bonne diplomatie économique doit prendre en compte les potentiels économiques du pays. Et ce sont ces potentiels que des diplomates et opérateurs économiques de la sous-région veulent faire ressortir au cours de ce dialogue.
On a décidé de faire cet atelier avec eux là, pour qu'il y ait des chercheurs et aussi des opérateurs économiques qui discutent d'un côté le développement de la diplomatie économique qui se développe ici, dans cette région-là. Mais de l'autre côté, on veut aussi discuter le concept, le phénomène et l'idée de l'économie sociale de marché. Il n'y a pas d'émergence économique véritable, il n'y a pas de valorisation du potentiel économique de nos États sans une diplomatie qui porte nos potentialités, qui porte notre capacité d'innovation et qui porte notre capacité de sécurisation de nos ressources économiques. Donc nous nous sommes réunis pour voir dans quelle mesure nous pouvons, disons, améliorer, nous pouvons appuyer l'existant de façon à ce que l'État soit davantage au service des entreprises. Ces échanges de 2 jours devront donc produire un document indicateur qui va orienter les actions promotionnelles des pouvoirs publics, attirer davantage les investisseurs et promouvoir le label des pays concernés. Les 4 et 5 avril dernier, le forum dénommé Printemps de la coopération germano-togolaise a eu lieu dans notre capitale avec la participation des parlementaires et hommes d'affaires allemands comme togolais. Durant 2 jours, cette initiative du ministère des Affaires étrangères a permis aux décideurs économiques des 2 pays d'échanger sur un partenariat innovant et durable entre Lomé et Berlin. Et cet après-midi, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a échangé avec la presse sur le bien fondé de cette redynamisation du secteur privé à travers cette coopération. Gérard Lagoudou, Pierre Sessoukwa. 3 semaines après la célébration du printemps de la coopération germano-togolaise, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo en vient au bilan. Face à la presse, les grands moments de ce partenariat ont été déclinés et les impacts éventuels sur l'économie togolaise évoqués. Nous sommes très satisfaits parce que c'est un exemple de partenariat public-privé. Et nous avons des retombées qui sont le fait que nous puissions aujourd'hui avoir un axe en direction de l'Allemagne pour faire des affaires. Et les opérateurs économiques togolais sont sortis satisfaits de cela. De la coopération germano-togolaise, les hommes d'affaires togolais espèrent de beaux jours avec la possibilité de transfert de technologies pour rendre plus professionnel le secteur des petites et moyennes entreprises pourvoyeurs d'emploi. Cette rencontre avec les hommes de médias vient en prélude aux prochaines négociations intergouvernementales sur la coopération au développement entre le Togo et l'Allemagne, prévues pour le mois de juin de cette année 2016. La réhabilitation du tronçon stratégique Kanté-Tandjouaré sur la nationale numéro 1 se poursuit. Tous les jours, les ouvriers de l'entreprise Ebomaf sont à pied d'œuvre pour le rendre praticable d'ici la fin d'année. Et comme depuis le début des travaux, une équipe du ministère des Travaux publics était en visite de contrôle cette semaine encore. Le compte rendu avec Désiré Aloy. Le chef de l'État s'attelle à doter le Togo d'infrastructures modernes. Dans le secteur routier, le pays est en chantier pour un réseau moderne performant selon les normes de l'UMOA. Une visite du tronçon Tandjouaré-Kanté, 130 km. Progressivement et sûrement, l'entreprise Ebomaf s'active à réaliser une route de qualité qui respecte les règles de l'art. Actuellement, on est en train de continuer la mise en œuvre de l'AGB, donc comme vous l'avez constaté. Et également, on est en train de poursuivre les travaux du sol ciment. Pas d'inquiétude à ce qu'on termine, pas avant les délais, qui est de 30 mois. Donc, par rapport aux difficultés, c'est surtout concernant les concessionnaires de réseau. Donc, vous avez vu, dans les grandes agglomérations, on ne peut pas travailler parce que les réseaux ne sont pas encore déplacés. Il y a aussi la libération des emprises, donc qui va dans le même sens. Le groupe GTAH Sociétec BFC est le bureau de contrôle de ce deuxième projet sur la nationale numéro 1. Il surveille le profil à formaliser. Le profil de la route, c'est en race campagne, c'est 3,5 mètres par 2, plus des accotements de 1,5 par 2. En milieu urbain, c'est 2 x 4,50 et un accotement de 2 mètres et un trottoir de 2 mètres. Et le taux d'avancement est à 45%. Et la consommation de délai à 61%. Environ 75 milliards 500 millions de francs CFA TTC ont été débloqués pour la réalisation de ce tronçon.
Le ministère en charge des travaux publics, très regardant, fait le déplacement du chantier pour s'assurer de l'avancement et la qualité des travaux du recyclage de la chaussée existante au béton bitumineux. Au niveau de la centrale de mise en œuvre de la grave bitume, nous avons demandé à l'entreprise de renforcer un peu le matériel. L'entreprise est dans les normes par rapport au délai d'exécution et au rythme normal des travaux. Donc nous sommes confiants et nous sommes satisfaits surtout de la qualité des travaux qu'on vient de constater sur la couche de base en grave bitume. D'ici peu, le tronçon présentera un nouveau look et les riverains bénéficieront des travaux connexes, marchés, barrages, écoles, forages et autres prévus sur le long de la voie. Et parlant toujours des grands travaux, sachez que les magistrats du Togo pourront désormais mieux maîtriser les procédures de passation des marchés publics. Ceci afin de rendre des décisions qui garantissent le respect du droit et de la stabilité du système de marchés publics en cas de recours. Et l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, les a réunis ce matin à Noche pour mieux les y outiller. Les précisions avec Carmen Madjé à Capo. Dans le traitement des recours qui surviennent lors de la passation et de l'exécution des marchés publics, les magistrats se focalisent souvent sur le droit pour rendre leurs décisions. Pour donc les amener à mieux cerner le caractère spécifique des procédures de passation des marchés publics, l'autorité de régulation des marchés publics ARMP forme les magistrats particulièrement, ceux qui siègent au sein des chambres administratives des cours d'appel et de la Cour suprême sur les contentieux liés aux marchés publics. Il s'agit de les amener à prendre des décisions qui garantissent le respect du droit et aussi de la stabilité du système des marchés publics. Aujourd'hui, il est apparu que beaucoup de décisions rendues par le comité de règlement des différends de la RMP sont attaquées de l'année 2012 à cette année. Il y en a déjà à peu près 4 qui ont été déférés devant la chambre administrative de la Cour d'appel de Lomé. Donc il est apparu important pour nous d'échanger avec les magistrats afin qu'ils puissent mieux prendre en compte la gestion du contentieux lié au marché public. Je dois rappeler qu'une de ces décisions a donné lieu à un sursis à exécution rendu par la Cour d'appel de Lomé. Pour l'ARMP, le système des marchés publics togolais est encore récent et il revient à chaque acteur d'œuvrer à son renforcement et à le rendre plus fiable et efficace. Les modules vont porter sur un rappel du dispositif réglementaire. Il y a un module qui va porter aussi sur les innovations qui ont été apportées au dispositif de gestion des recours, parce que le règlement non juridictionnel des litiges est une modalité nouvelle qui vient d'être introduite dans l'espace communautaire de l'UEMOA. Donc il est bon que l'ensemble des acteurs puissent être formés, puissent être sensibilisés sur ces spécificités du dispositif de résolution non juridictionnelle des litiges. Il y a aussi un module important qui va porter sur le contrôle des actes du CRG par le juge administratif. Cette rencontre de Noche permettra aux magistrats de mieux définir la gestion des marchés publics, d'expliquer l'enjeu et le mécanisme du règlement non juridictionnel des différends et apprécier l'incidence des décisions de justice sur la stabilité des marchés publics et le développement économique. Je vous l'annonçais également en titre, 1000 jeunes porteurs de projets sont en session de formation sur l'ensemble du territoire national depuis ce matin. Une formation axée sur les techniques de création de micro-entreprises et d'élaboration de plans d'affaires. Et c'est une initiative du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ. Les précisions avec Eric Djanipo et Rachel Aou. Ces jeunes porteurs de projets font leur premier pas dans le processus de création d'entreprise. Pendant une semaine, ils prendront connaissance de toutes les informations pratiques dans la mise en place et le fonctionnement d'une société. Kekeli aimerait s'engager dans la production de l'huile de ricin et c'est donc avec beaucoup d'attention qu'elle suit cette formation. J'attends de cette formation d'être bien outillée pour pouvoir être dans les critères pour être retenue pour le financement de la part du FAEJ.
Mon projet consiste en la transformation des produits agricoles, surtout dans le secteur de l'élevage, apporter aux éleveurs des intrants pour le côté alimentaire. L'attente ici, c'est d'avoir des compétences, des techniques d'identification de marché et puis des techniques d'études de marché bien adéquates. Aussi, comment passer du cap d'idée de projet à la partie mise en place et puis mise en exécution du projet. Au total, 1000 jeunes suivent cette formation dans les 5 régions du pays. Un projet qui leur permettra de réaliser leurs rêves, devenir leur propre patron. Nous sommes là pour apprendre aux jeunes et porteurs de projets économiques comment identifier les bonnes idées de projets et faire une analyse pointue de cette idée pour voir sa réalisation dans un environnement bien déterminé avant de se lancer. Et à la fin de cette formation, ils auront également les outils essentiels pour pouvoir élaborer un plan d'affaires qui est l'élément central. Au terme de la formation, ces jeunes devront élaborer des plans d'affaires qui seront étudiés et recadrés pour être financés par le Crédit Jeune Entrepreneur du Fonds d'appui aux initiatives économiques de jeunes, FAEJ. Et toujours pour l'épanouissement des jeunes, il a été créé le volontariat de jeunes déscolarisés au Togo. Il enrôle des jeunes artisans en fin de formation, des jeunes déscolarisés et autres, et leur permet ainsi d'avoir la capacité de penser à des activités génératrices de revenus et de pouvoir envisager leur installation personnelle comme maître artisan. Le contrôle et le suivi s'effectuent par l'Agence nationale de volontariat et l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Alors, comment les jeunes sont-ils enrôlés ? Quelle est la partition de chacune de ces deux agences et que deviendront ces jeunes une fois sortis du programme après 4 mois? Autant d'interrogations auxquelles répondent Augustin Kossi et Charlotte Consimé dans le dossier de cette édition. Je disais donc que le volontariat des jeunes déscolarisés a donc été créé depuis près de 3 mois pour permettre aux jeunes artisans en fin de formation et aux jeunes déscolarisés de penser à leur avenir. Et le suivi de ce projet se fait grâce à 2 agences, celle de volontariat et celle d'appui au développement à la base. Nous allons donc à la découverte de ce projet en détail avec ce dossier réalisé par Augustin Kossi et Charlotte Consimé. Des jeunes engagés à assainir leur quartier, un acte civique et citoyen soutenu par l'État togolais et qui procure à ces jeunes un gain substantiel pour leur insertion socio-professionnelle. C'est ce qu'on appelle le volontariat des jeunes déscolarisés au Togo, un programme novateur du gouvernement qui permet de les mobiliser autour des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Il comporte 3 dimensions essentielles: l'engagement citoyen, les travaux d'assainissement et l'entrepreneuriat. Nous avons pensé aux jeunes déscolarisés qui sont constitués essentiellement des jeunes qui ne sont pas du tout allés à l'école, qui ont été à un niveau, ils ont abandonné, ou qui ont appris un métier, n'ont pas des moyens de s'insérer. Donc, c'est des jeunes de niveau inférieur ou égal à la classe de terminale qui sont concernés par ce programme. Donc, l'agence assure leur mobilisation à travers les comités de développement de quartier et assure leur formation sur les notions du volontariat, les principes du volontariat, les valeurs citoyennes et un certain nombre de comportements et aussi les formations sur certains aspects de la vie tels que comment rebondir dans la vie si on n'a pas pu aller à l'école. Une fois imprégnés de ces valeurs, les jeunes volontaires sont mis à la disposition de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, pour des travaux d'assainissement dans les quartiers. Au jour d'aujourd'hui, c'est 582 jeunes qui sont enrôlés, qui sont déployés et qui travaillent quotidiennement à assainir leur environnement et à disposer d'un revenu pour se prendre en charge. Ces jeunes ont pour rôle de curer les caniveaux, de balayer les rues, d'enlever les dépotoirs et d'assurer la salubrité dans les quartiers. Ils travaillent de lundi à vendredi
et suivre des séances de formation concomitamment. Le programme est donc mis en œuvre et exécuté sous la direction de ces deux agences qui relèvent du ministère du Développement à la base. Le premier responsable de ce département, la ministre Victoire Toméga Dogbe, effectue des visites sur le terrain pour faire le suivi. La phase pilote couvre 4 mois et un accompagnement post-contrat est également prévu. C'est un programme qui consiste à rendre le Togo propre et au même moment à permettre à la jeunesse togolaise de s'installer, de subvenir à ses besoins. C'est pourquoi moi je dis souvent c'est fait d'une pierre à deux coups, c'est-à-dire rendre notre pays propre et en même temps s'épanouir et être responsable nous-mêmes. Nous avons prévu qu'il puisse être prioritaire dans d'autres programmes comme les programmes du Fonds national de la finance inclusive pour financer à travers les institutions de microfinance, financer leurs projets. Donc si parmi eux il y en a qui sont des couturières, des tailleurs, des menuisiers, si moi j'ai appris la couture ou la coiffure et je n'ai pas les moyens d'acheter le matériel, le programme là permet à la fin que je puisse épargner une partie de mon allocation qui me sert de garantie pour prendre un crédit et acheter les équipements et m'installer et commencer à payer un peu. Quelqu'un qui n'a pas du tout appris un métier, ça peut lui permettre à la fin de signer un contrat d'apprendre un métier. Ce projet reste une expérience pilote de promotion des valeurs citoyennes et d'inclusion sociale des jeunes déscolarisés. Plus de 582 sont déployés actuellement dans 10 zones de Lomé et travaillent sous le contrôle de 29 superviseurs. Il est attendu d'étendre le projet aux autres préfectures du pays. La cybercriminalité, un phénomène qui prend de l'ampleur et le monde semble vivre en bonne intelligence avec ce mal. Comment opèrent les cybercriminels et qu'est-ce qui est fait pour les traquer? Les efforts de lutte contre la cybercriminalité au Togo, c'est l'autre dossier de ce journal et il est signé Adolphe Baka. Une unité de force spéciale et une équipe internationale d'enquête travaillent sans relâche dans le secret. J'espère qu'on va les coincer. Leur mission au quotidien est de démanteler le réseau de cyberdélinquants ou cybercriminels et sauver des millions d'internautes victimes de par le monde. C'est devenu un monde. Celui qui est en train de faire ça n'est pas forcément au marché de Lomé. Il peut être en Europe de l'Est, il peut être quelque part en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Mais par le réseau, il vient. Il récupère des informations, c'est juste des chiffres, que eux, ils convertissent en des chiffres qui sont intelligents, de caractère et autres. Et à partir de là, ils tirent tout ce qu'ils veulent pour faire ce qu'ils veulent. Et ils ont la possibilité d'aller dans un réseau aujourd'hui qui s'appelle le Darknet. À travers ce réseau que personne ne contrôle, ils vont là-bas, ils ont la possibilité de prendre toutes les informations terroristes à travers ce réseau. Et c'est là, ils montent les choses à l'insu de tout le monde pour faire ce qu'ils veulent. Eux-mêmes, ils ne se connaissent même pas. Ce qui veut dire c'est un monde noir, c'est la liberté entre guillemets totale comme ils le veulent, et c'est là où se monte le vrai crime. Un réseau dont les membres sont prêts à tout pour survivre, ils sont omniprésents et aucun pays n'est aujourd'hui épargné. À Lomé, vous avez des gens qui rentrent dans des cybercafés, ils ont généralement leur poste de travail qu'on leur réserve. Ils paient bien. Alors ils viennent et ils lancent des programmes qu'on appelle des extracteurs d'adresse email. Avec ça, ils prennent tout ce qu'il y a comme adresse email à leur portée et ils écrivent un programme, un message, faites ceci pour pouvoir prendre tel argent, envoyer vos comptes de banque ou des choses comme ça. La police au Togo est bien au courant et souvent ils font des descentes dans les cybercafés, c'est que de plus en plus ils se cachent pour le faire. Selon une étude menée par Interpol, la cybercriminalité représente en Europe un coût financier de 750 milliards d'euros par an, plus important donc que le coût de la cocaïne. Les infractions les plus fréquentes sont les atteintes au système de traitement automatisé des données, les infractions aux cartes bancaires,
l'escroquerie en ligne, le blanchiment d'argent. Le tout dernier qu'ils font, vous avez un ami à vous, ils arrivent à mettre la main sur son adresse email et qui vous dit je suis coincé à tel aéroport, je suis coincé à tel endroit, j'ai besoin de ton assistance, sinon je ne peux pas bouger, envoie-moi 500 000 francs par Western Union ou quelque chose comme ça. Et il y a des gens qui se sont fait avoir. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'incitation au terrorisme. L'outil informatique parti pour être efficace et utile devient alors un danger, d'où la nécessité de mettre en commun toutes les initiatives visant à combattre ce mal. C'est un phénomène mondial. Celui qui est connecté en Ukraine, celui qui est en Amérique du Nord, vous ne pouvez pas savoir. Surtout s'il se permet de brouiller les pistes. Il a telle adresse email. Quand il rentre, l'adresse est changée. Vous pouvez croire qu'il est à côté de vous. Et c'est depuis là qu'il va agir. Donc, c'est dire que c'est une vision globale. Il faut que le monde entier se mette ensemble pour pouvoir trouver les moyens d'attaquer ces chances. On ne peut pas le faire seul. Au Togo aussi, il y a une police qui se bat dans ce domaine avec plein d'ordinateurs, mais ce n'est pas toujours facile. Vu le caractère vaste et diversifié des réseaux informatiques et la rapidité des infractions sans toucher l'aspect de l'anonymat dans lequel les acteurs opèrent, le contrôle s'avère difficile et met à l'épreuve les dispositifs législatifs et réglementaires des pays. Et comme le recommande la RTP au Togo, la vraie lutte passe par la sensibilisation. Mais le net ou le numérique offre également de l'utile, comme cette application Android gratuite développée par un jeune Togolais à l'endroit des élèves de classe de terminale. Son nom, Okpa Bac, que nous font découvrir Lys Djamier et Nathalie Paneguet. Elle est disponible depuis le 26 janvier dernier sur les plateformes de téléchargement. Okpa Bac est une application Android éducative destinée aux candidats à l'examen du Bac 2. Un vrai coach pour la réussite avec ses nombreuses fonctionnalités hors connexion Internet une fois installée. L'application vous invite à choisir votre série. Si vous faites la série A, la série C ou la série D. Donc je vais prendre pour la série D à titre d'exemple et vous cliquez sur le bouton c'est parti. Vous vous rendez au menu principal de l'application où il y a plusieurs fonctionnalités. Et vous avez devant vous toutes les matières au bac en terminale D, puisque c'est la série D qu'on a pris. Donc, si je prends par exemple mathématiques, nous avons tous les cours de mathématiques et tous les chapitres de mathématiques en classe de terminale. Et ensuite, vous pouvez aller sur un chapitre, je prends un exemple continuité. Vous disposez de cours résumés de continuité que vous pouvez lire à tout moment et sans avoir besoin de connexion Internet. Et ceci dans toutes les séries. Donc après avoir lu le cours, pour vous assurer que vous avez retenu l'essentiel pour avoir la moyenne de serait-ce qu'à un devoir ou à un compo, vous avez un bouton à l'extrême droite sur lequel vous pouvez appuyer et vous avez des tests de connaissances associés à cette fiche de cours. Ce qui vous permet à la fin d'avoir la note qui en découle et à partir de ça, savoir si vous avez retenu l'essentiel. Nous avons aussi les annales. Les annales sont les sujets de bac et certains sujets disposent de corriger. Les sujets d'entraînement sont les sujets provenant des différents établissements disponibles sur l'étendue du territoire de Lomé à 5AC. Okpa Bac propose aussi un simulateur de moyenne pour estimer son résultat final à l'examen. Ce simulateur de moyenne permet à tout élève, vu son niveau de capacité à l'approche de l'examen, de dire ok, lorsque j'aurai telle moyenne ou telle moyenne dans une matière, quelle sera la moyenne qui en résulte au bac. Donc l'application se charge de vous dire si vous êtes échoué, si vous êtes admis sous oral ou si vous êtes admis d'emblée avec mention, etc. Les jeunes élèves étant de plus en plus connectés, le planificateur de tâches leur rappellera leurs obligations quand sonnera l'heure de la révision. L'application pour l'heure active pour l'enseignement général se met régulièrement à jour et va s'étendre bientôt à l'enseignement technique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche communique. La faculté des sports et des sciences du sport de l'Université de Leipzig, République fédérale d'Allemagne, offre une formation adressée aux maîtres,
professeurs d'éducation physique et sportive et entraîneurs. Les conditions de participation et les pièces à fournir sont à consulter sur le site de l'université, le www.itk.uni-leipzig.de. Le délai de dépôt des dossiers à l'ambassade d'Allemagne est fixé au 19 avril 2016. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise.